Bonjour à tous. Dois-je vous présenter Alain Tir? Ah oui. Bon, je remercie doublement Alain d'abord. D'abord d'avoir conçu avec nous l'idée de ce festival Doc Made in Montreuil, donc qui dure jusqu'à demain soir. Et ensuite d'être resté ce soir, parce qu'il a un tournage qui commence demain matin très tôt, je crois, et du coup il a failli ne pas être là. Et donc merci d'avoir cédé à nos pressions pour que tu sois là quand même, parce que ce film n'avait pas tellement de sens sans toi. Vous allez voir à quel point il est personnel et autobiographique. Et donc du coup l'idée d'un autre intervenant qu'Alain était un peu étrange, voilà. En tout cas pour sa première projection chez nous. Voilà. Donc merci de nous avoir proposé ce film, d'avoir co-organisé ce festival, et je te laisse dire deux mots, sachant que donc, ce film fait aussi l'ouverture de notre nuit, l'une de nos nuits, puisqu'il y a 6 nuits parallèles, que donc vous pourrez enchaîner avec quelques autres films autour de la question de la déglingue. Voilà, on ne savait pas quel titre lui donner. Celui-là nous paraît assez conforme à l'ensemble de la nuit, jusqu'à 7h du matin, petit déjeuner offert, 14 €. C'était la page de pub. Il est bien, hein? Ouais. Non, bah alors c'est un film, c'est un biopic, donc ça veut dire que c'est faire un film sur soi, mais en même temps, c'est pas tellement ça. Non, les biopics, c'est pas toujours autobiographique. Voilà. Tu peux faire un biopic sur... Oui, c'est vrai. Oui. Mais là, en l'occurrence... Un autobiopic. C'est un autobiopic, oui. Mais ceci dit, ça va un peu plus loin, puisque je témoigne un peu de mon époque et de ce qu'on a traversé en termes d'une génération. Et j'en profite aussi pour, étant très inscrit à Montreuil, c'est-à-dire né dans les murs à pêche, j'en profite aussi pour offrir un regard sur le changement urbain que j'ai pu voir. Donc voilà, ça va au-delà d'un truc très personnel aussi, c'est-à-dire que ça s'élargit à un moment donné, mais je pense qu'il vaut mieux voir le film, parce qu'après, de toute façon, je suis là, on va faire ça, je suis là aussi, tout ça, tout va bien. Voilà, et je précise, parce que Alain décide de ne pas le dire, que hier soir, il a reçu une des étoiles de la SCAM pour ce même film. Bravo, bravo. On se retrouve tout à l'heure pour un petit dialogue d'une demi-heure. Merci à vous. On peut y aller. Alors non, je vais en parler un tout petit peu pour dire ce que j'aime dans ce film. Je trouve que le film est à la fois assez admirable de persévérance. C'est un truc que je trouve assez spectaculaire. Parce que moi, je connais des gens qui filment un peu leur vie ou qui collectent, tout ça, mais ils n'en font jamais des films, en fait. Il y a un truc d'accumulation où tout à coup, on se laisse déborder par son propre matériau. Enfin, de réussir à le constituer en récit, que ça tienne et que du coup, on puisse avoir l'idée d'une vie. Bah, dès qu'il marche, on parlera dedans. Voilà, ça me paraît déjà en soi une vertu réellement, enfin, qui est liée quand même à une capacité d'organisation. Enfin, l'espace dans lequel tu as tes bêtas là est quand même très spectaculaire, dans lequel tu finis par habiter plus ou moins, enfin, comme si ta vie était vraiment là, quoi, dans ces images accumulées. Donc ça, je trouve ça que c'est vraiment une des premières vertus du film. La deuxième vertu, c'est que une des questions, j'imagine, c'est de comment on trouve la bonne distance pour se raconter soi, sans que ce soit ni complaisant dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire, ça pourrait être totalement plaintif, ça pourrait être totalement de l'autosatisfaction permanente. Et c'est la première question que j'ai envie de te poser, c'est que comment on fait pour trouver le bon ton dans cette voix off, mais aussi dans l'organisation générale du récit, pour se regarder à bonne distance avec une honnêteté qui, pour moi, est la vertu principale du film. Sans le micro pour l'instant, mais je vais finir par aller râler moi-même. Ouais. Je pense que c'est l'âge qui fait ça, c'est-à-dire que je considère presque que je parle d'un personnage qui n'est pas moi. C'est-à-dire, je suis à la fois ce que j'ai traversé, mais j'en suis aussi loin. Enfin, c'est-à-dire, je suis assez détaché, quoi, de ce vécu, puisque je suis complètement investi dans aujourd'hui et dans plutôt demain. Donc,
le passé, j'ai quand même une distance sur le passé qui me sert à quelque chose, en fin de compte. C'est-à-dire, je porte pas forcément de culpabilité, ou alors je l'exprime suffisamment, enfin, mais disons que ça m'empêche, ça me bloque pas pour pouvoir parler des choses, pour pouvoir m'en libérer, pour pouvoir... Enfin, je veux dire, c'est aussi un film qui permet de faire le point sur ce qu'on a vécu, et en même temps... je pensais de toute façon... En fait, les entrées pour faire un film comme ça, c'est plusieurs entrées, en fait. Il y a le fait que j'ai compris assez rapidement que je remplaçais une addiction par une autre, en fin de compte. Donc ça me semblait important comme message, c'est-à-dire que, comme je le raconte dans le film, c'est-à-dire l'aventure de l'audiovisuel, avec les risques, avec tout ce que ça comporte, ça ressemble un peu à ce que je vivais avant, dans des choses plus lourdes ou, disons, risquées, mais en fin de compte, on risque autant, parce qu'au début, bon, je perds tout, l'argent, je perds... Donc j'ai quand même l'impression qu'on risque, enfin que ça ressemble vraiment. C'est-à-dire que, en même temps, je me suis dit, c'est quand même intéressant de prendre l'image de quelqu'un qui peut paraître un délinquant à un moment donné, et de voir comment, en fin de compte, il pourrait très bien être intégré dans la société, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un chemin. Mais au-delà du chemin, c'est que la personne n'a pas trouvé vraiment, même s'il a un goût, dans la délinquance, s'il y a un goût au risque, enfin, tout ce qu'on a vécu. En fin de compte, c'est qu'on s'est trompé, c'est-à-dire que, enfin, on s'est trompé, on a vécu ça, ça nous a amené ça, on ne s'est pas forcément trompé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver tout ce goût-là ailleurs. Mais on ne l'a pas encore découvert. Et le problème, c'est de découvrir ce qui peut nous motiver ou ce qui peut nous amener suffisamment d'énergie pour nous convaincre de vivre ou de faire des choses. C'est plutôt ça. Et je trouve que c'est... Enfin, je ne dis pas que c'était un message forcément conscient, mais disons que ça a participé à mon envie personnelle de faire un film. Après, ce qui m'a quand même habité, c'est d'avoir toutes ces archives et me dire... S'il m'arrive quelque chose, parce que je suis comme tout le monde, à 59 ans, des fois je me dis, putain, je suis encore vivant, alors que bon, j'ai eu un accident à 160 km/h en moto. Donc des fois, je suis comme tout le monde, on est encore vivant, on se dit, c'est miraculeux. Et je me disais que toutes ces cassettes, si jamais il m'arrive quelque chose, mais personne ne va rien comprendre. Enfin, je veux dire, ça va passer à la poubelle, quoi. Donc ça m'a gêné. Voilà, je dis franchement, ça m'a gêné. C'est-à-dire que de me dire... que personne ne peut comprendre ce à quoi ça correspond, ce qu'il y a dedans. Je vois bien parce que je les ai déposés, ça fait très longtemps que je les ai déposés au musée de l'histoire. Là, j'ai refait la séquence pour le film, mais ça fait très longtemps que j'avais plus de place à Évasion, et que c'est encore plein, et que j'ai déposé déjà 200, 300, 400, 500 cassettes au musée. Et je voyais bien qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas la capacité financière de mettre quelqu'un pour dérocher et tout, décrypter ce qu'il y avait, qu'en même temps, ils le gardent parce que c'est Montreuil, qui se disent, mince, si ça se trouve, il y a quelque chose. Mais en même temps, le travail ne sera jamais fait. C'est impossible. Surtout avec les budgets en ce moment, enfin, en ce moment ou même il y a 10 ans, enfin, je veux dire, c'est impossible. Donc c'était à moi de le faire. Mais au-delà de ça, ça m'a aussi fait plaisir de revoir mes potes qui sont morts, enfin, de me dire, je vais les rendre immortels un peu à travers un film, où en fin de compte, j'ai la chance encore d'être là, donc eux, il y en a qui sont morts à 30 ans, enfin, bon, donc je veux dire, je dois témoigner quand même. C'est presque un devoir, je dois témoigner. Voilà. Et de ce... Si, tout à fait, tu as répondu à la question. Non, de ce point de vue, il y a quelque chose de très beau pour le coup, et alors, il y a presque quelque chose de pédagogique, vraiment, qui est la capacité du rebond. Parce que quand même, tu as 15 vies, en fait. Enfin, on a l'impression que tout à coup, tu passes d'une vie à quelque chose qui a l'air sans rapport, mais dont tu établis quand même le rapport, et ça fonctionne plutôt très bien. Mais même l'épisode final, là, sur la fameuse exposition qui n'aura jamais lieu, c'est-à-dire qu'à un moment, on y croit un peu avec toi, quand même. Enfin, on
on se dit, mais ce mec qui vient du trafic de drogue va finir millionnaire à New York. Et donc il y a vraiment une espèce de destin qui s'écrit. Et ce qui est vraiment beau, c'est la façon dont, même quand ça se casse la gueule, eh ben, tu arrives à en faire quelque chose, quoi. Et le film est à l'image de ce processus-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression sans cesse que même si on te met des bâtons dans les roues, il y a une énergie plus forte qui fait que tu arriveras à surmonter la difficulté pour pouvoir produire quelque chose. Et de ce point de vue, oui, ça me paraît assez didactique, dans la mesure où le spectateur se dit, bah oui, on peut avoir 15 vies, quoi, et assumer pleinement ces vies-là, y compris dans les difficultés que tu as traversées. Oui, moi j'ai l'impression que de toute façon, la vie c'est un peu des projets, c'est des choses qu'on projette, qu'on a envie de faire, il faut aller jusqu'au bout, après ça marche pas. Bon, c'est vrai que des fois c'est difficile, mais il y en a quand même sur l'ensemble qui marche. La preuve, j'ai réussi à faire ce film, le reste c'est autre chose, mais au moins de temps en temps il y en a un qui sort du lot, qui marche, quoi. D'ailleurs, ce rapport à la difficulté passe aussi par des questions techniques, parce qu'il y a avoir plein de supports différents, en fait, comme source d'images. Et il y a un truc décomplexé que moi j'aime bien, qui est que fondamentalement, la question de est-ce que c'est un matériel entièrement professionnel, est-ce que 20 ans après on arrive encore à avoir ces bandes, il y a quelque chose et tout ça, est absolument indifférente. Enfin, il y a un truc comme ça de j'utilise toute la matière dont je dispose, et donc du coup on va sur l'ensemble des supports utilisables, y compris évidemment les images filmées par ton père, qui sont quand même pour le coup très importantes dans le parcours. On notera qu'à la fin tu y reviens, et que du coup il y a un geste de salut du père, qui est quand même une espèce de réconciliation finale. Et j'imagine qu'un des moteurs du film, ça a aussi été ça, c'est-à-dire une espèce de façon de réconcilier l'histoire familiale à partir de ce point de départ sur le fils de flic que tu amènes comme premier élément dramatique du film. Oui. Bah, disons que je pense que je me suis accroché à sa caméra. Donc, quelque part, cet objet un petit peu brillant, parce qu'elles sont belles les caméras des années 50. Cet objet un petit peu brillant m'a toujours fasciné. Bon, la caméra du père, voilà. J'ai choisi ça. Oui, effectivement, c'est une réconciliation qui s'est faite parce qu'en fin de compte, c'est un peu compliqué de parler de tout ça. Moi, il y a toujours eu beaucoup d'amour, en fin de compte. Moi, je crois que c'est aussi pour ça qu'on peut s'en sortir. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais lâché. Il y a des parents qui peuvent lâcher jusqu'où j'ai été. Donc, ils peuvent être lâchés, je pense. Donc là, c'est un peu ça que ça veut dire. Donc je parle aussi un peu de ça, ouais, effectivement, de cet amour. C'est compliqué quand on a, je pense, un enfant comme ça. Je pense que c'est compliqué quand même parce que, est-ce qu'il faut faire? Il faut marquer le coup comme il a fait, tu ne rentres plus à la maison, etc. Bon, des fois ça marche, hein, parce que c'est violent et puis il faut bien tenter quelque chose. Donc il a eu raison de tenter quelque chose. Bon, avec moi, ça a quand même marché parce que j'ai vu que ça faisait de la peine à ma mère. Donc, enfin, tout ça, il y a des choses comme ça qui ont marché. Non, mais quand on a un enfant comme ça, c'est compliqué de trouver la bonne réaction. De toute façon, ça me paraît très compliqué. Hein. Mais ce qui n'est pas compliqué, c'est l'amour. S'il y a toujours de l'amour, je pense que de toute façon, l'enfant, à un moment donné, il va arrêter, quoi. S'il n'y en a pas, c'est là où ça se complique, je pense. Et sur l'hétérogénéité du support, ça t'a jamais fait peur de pouvoir utiliser des images, quelle que soit la qualité de ce qui restait aujourd'hui, puisque pour le coup, la perte même de la matière de l'image fait aussi partie du sujet du film, presque. Non, parce que c'est important, c'est-à-dire qu'ils sont chargés d'un tel vécu que de toute façon, quand je repense à la Maison du Rock, je vois Bruno là-bas. Là. Quand je repense à la Maison du Rock, c'est vrai, il y a du grain et tout ça, bon, mais en même temps, c'est des traces. Et de toute façon, la qualité, ça n'a pas tellement d'importance. Je pense que si ça permet de dire un truc, c'est comme les traces sur le mur, les premières images du film, on ne voit pas les photos, on voit juste des traces. On ne voit pas grand-chose en fin de compte. Bon là, l'image c'est du HD, mais... Non, je pense que quand il y a... Peu importe en fait, c'est quand même... Non, peu importe la trace, il y a des
faut dire que bon, je m'intéresse aussi à l'art contemporain et tout ça, donc j'ai fait un chemin qui me permet aussi de passer outre la technique, où avant, j'étais très... Comme on a vu tous les supports, le grain, tout ça, je ne pensais pas la même chose. Maintenant, comme je vois des trucs où on peut jouer avec le grain, enfin, je me suis familiarisé avec une autre approche moins technique, moins ultra technique. Qui veut poser la première question? J'ai été très touché par ce que tu as dit, Stéphane, du décryptage que tu faisais du film, et du coup, ça m'amène à un parallèle entre les deux matières, la matière cinématographique multiple, hétérogène, et la matière hétérogène de ta vie. Et avec les deux, tu arrives à faire un film de ces deux matières hétérogènes. Voilà. Je voyais un parallèle entre les deux. Ouais, c'est intéressant, ça c'est avec du recul. Oui, moi je voulais... Bon, je suis née à Montreuil aussi. Ma grand-mère habitait rue Brulfer, donc pas très loin. Et donc un sacré bond en arrière avec toutes ces images qui me rappellent. J'ai cru, alors j'ai dit tout à l'heure on s'est croisés au lycée Jean Jaurès. Mon parcours a été bien plus paisible que le tien, quoique, mais sur d'autres registres. Et non, donc beaucoup d'émotions avec effectivement la qualité des supports. Alors moi je suis absolument pas dans ce genre de... Mais ce qui donne à voir, c'est effectivement l'ancienneté des films et notre ancienneté à nous aussi, parce qu'on est quasiment jumeaux, et du coup, et ces images de Montreuil où il y a des séquences que je resitue absolument, et je suis complètement dedans, en dehors de toute cette période un petit peu compliquée de mise en danger, mais voilà, enfin moi je ressens ce film, ce témoignage. Et si je suis venue ce soir, c'est justement parce que j'ai vu Alain Thiers et je me dis, je ne sais pas si c'est le même, mais si quand même, il ressemble, et j'ai été faire fouiller, et voilà. Et bravo, vraiment, bravo pour l'émotion que ça dégage, et en particulier pour les vieux Montreuillois comme moi, quoi, parce que ça m'a... Puis à part l'histoire familiale, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, il y a forcément des transferts qui se font dans la vie de chacun d'entre nous. Évidemment sans avoir été jusqu'au bout comme tu as pu le faire, mais voilà, bravo. Non, mais le but aussi, c'était que les gens ressentent quelque chose pour eux-mêmes. Hein. Enfin, j'ai pleinement conscience qu'il y a des moments clés qui peuvent parler à des vies autres que la mienne, puisqu'on est une génération. Et aussi, les archives, je me disais que de toute façon, il n'y a pas que les miennes, parce qu'il y a les archives de Gilles Perchoun, qui a filmé en 16 mm déjà Montreuil avant moi, dans les années 70. Et donc les gens ont collaboré aussi à ce film en fournissant le... Mais ce qui était important, c'était de refaire vivre ces archives, parce que de toute façon, sans ça, elles sont invisibles. Bon, c'est les rendre visibles, c'est vrai, et les rendre visibles pour ceux qui ont connu cette période-là. Maintenant, c'est vrai, les autres gens peuvent voir ce film, mais je sais très bien que les gens qui ont vécu cette période, ils peuvent très bien ressentir la même chose que moi, c'est-à-dire un amour de cette ville et même de sa transformation. Enfin, peu importe, il n'y a pas de nostalgie spécialement, mais au moins de se remémorer comme ça ce qu'a été la ville par moment, par le quartier. Je suis impressionnée par votre dynamisme, par votre intelligence, par beaucoup de choses. Voilà. Enfin, ah oui, ce qui m'a impressionné. Non, mais voilà, non, mais il y a beaucoup de. Vous rebondissez. Enfin, mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est la période où vous avez fait votre sevrage et que c'est votre mère qui vous a enfermé dans le grenier. Et j'ai un peu tremblé. Je me suis dit que c'était dangereux, peut-être aussi. Ce que vous avez vécu là. Ces 3 mois de sevrage enfermé dans le grenier. Ben non, parce que c'était l'arrivée de certains médicaments comme l'hypnotique, le Rohypnol dont je parle. Et en fin de compte, elle était infirmière. Donc, si vous voulez, elle a fait ça avec l'accord d'un médecin, qui était notre médecin généraliste à la Boissière. Et ils ont travaillé ensemble. Bon, parce que moi, à l'époque, je ne connaissais pas
les structures comme le docteur Claude Liebenstein, tout ça. Enfin, mais donc voilà, elle a décidé de faire ça pour comme acte, quoi, comme acte, je sais pas. Mais elle était entourée, elle savait très bien ce qu'elle m'injectait, puisque j'avais aussi du Valium en injection, mais à part les comprimés. Mais l'arrivée de cette hypnotique, parce que là, c'est de l'hypnose, enfin, vous êtes dans un état, vous n'avez pas conscience. Donc il n'y a aucun danger, c'est contrôlé. Le médecin, il passait de temps en temps, le généraliste, enfin tout ça, c'était contrôlé. Il n'y avait pas de danger pour particulier, quoi. À part les fugues. Parce que là, effectivement, quand je sortais bourré de trucs, je prenais la moto. Là, c'était un peu dangereux, mais de toute façon, vous savez, les parents, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Je pense que là, il faut tester des trucs. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent, et puis ils ont raison. Il faut bien avoir un acte. Bah, c'est-à-dire que la famille, pour les parents, bon, c'est vrai que la famille, ils sortaient, oui, bon, comme vous avez vu, mais la mère abandonnée à la naissance, le père qui n'a pas connu son père. La famille, à ce moment-là, en sortie de guerre, c'est une vraie construction, c'est un vrai truc. Hein. C'est-à-dire qu'on est là avec... enfin, c'est la famille, c'est le centre, quoi. C'est là où les parents ont été leur force. Marie-Christine, ma sœur. Non, oui. Oui, Christine. Oui. C'est là où les parents ont été leur force de l'emprisonner dans le grenier, qui ne saute pas par la fenêtre parce que, oui, sa chambre était, c'était facile à partir. Et là, c'était convenu. À un moment, elle avait dit, voilà, tu ne sauteras pas par là, sinon tu... Donc, c'était par amour qu'elle a... Les deux ont fait ça par amour pour le sauver. Elle savait ce qu'elle faisait aussi. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait, voilà, c'est ça. Ouais. Je vous remercie beaucoup pour ce film que je trouve très très beau, qui m'a vraiment enthousiasmée à la fois du point de vue cinématographique, du point de vue photographique. Moi, ça fait 20 ans que je suis à Montreuil. Là, j'ai découvert des quartiers qu'on connaît bien sûr, mais qu'on ne connaît pas comme ça. Et on s'est dit, moi, bon, j'ai vécu à Paris, dans un autre quartier, on aimerait avoir aussi des témoignages comme ça. Je trouve ça fantastique pour des gens qui ont vécu à Montreuil à ce moment-là, qui ont le même âge que vous, voilà, des personnes plus jeunes, plus âgées, qui voient ces quartiers. Et puis, je suis très touchée par cette vie-là, cette vie de 1000 vies. On a l'impression de partir au bout du monde. Bon, c'est assez... voilà. Et on a l'impression aussi qu'il y a comme une césure aussi dans votre vie à partir du moment où vous êtes... Est-ce que... c'est une question que je me permets de vous poser. À partir du moment où vous étiez rejeté parce que votre père était policier, il y a comme une césure, et c'est une espèce de violence, quelque chose qui s'est retourné contre vous-même à travers la drogue, à travers finalement vous étiez complètement hors norme par rapport à la norme que pouvait représenter votre père dans sa classe, dans son métier. Donc, disons que fils de flic dans le 93, dans les années 70, après mai 68, enfin, je veux dire, c'est pas... c'est vrai que ça aurait été à Versailles, je pense que ça ne serait pas passé de la même façon. Mais... J'étais assez sidérée d'entendre comment on pouvait être traité, enfin, traiter un enfant dont le père était policier de fils de flic. Non mais ça, de toute façon, je pense que les enfants sont cruels, hein, de toute façon. Oui. Bon, c'est vrai, je sais pas, j'ai déjà... Je dis pas que je l'ai fait, mais j'ai déjà... enfin, les enfants arrachent les ailes des mouches, enfin, je veux dire... les enfants sont... Ne dis pas que tu l'as fait, tu as raison. Voilà, je vais pas le dire. Ou au lance-pierre, les oiseaux, un rouge-gorge sur une branche... Donc, de toute façon, je pense qu'il y a une cruauté entre enfants. C'est une manière aussi
les enfants de se confronter, de se positionner. Moi, je ne me suis pas positionné tout de suite dans le... J'ai mis du temps, quelques années avant de réagir, en fait. En fait, il faut toujours réagir tout de suite. Le problème, c'est de ne pas réagir. C'est ça qui pose problème. Je pense que, pour tout même dans la vie d'aujourd'hui, hein, enfin même à 50 ans, même à 50 ans, le problème, c'est de ne pas réagir. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut apprendre aux enfants à réagir tout de suite. Parce que c'est là où se creusent les choses, où les blessures, les meurtrissures, se construisent même, parce que ça se construit. Je voulais vous remercier parce que je m'étais toujours posé la question de savoir ce qu'était ce musée d'histoire vivante et je n'en avais strictement aucune idée parce que musée et histoire vivante ça va pas toujours ensemble et maintenant que j'ai vu votre film je m'en fais une idée. Et ça, c'était une remarque. Et puis, alors j'avais une question, peut-être vous allez estimer que c'est un peu trop intime et vous n'y répondrez pas, mais j'ai été ému parce que vous avez cité vos compagnes successives. Et il y en a une qui, d'ailleurs, qui est institutrice et à propos de laquelle vous dites qu'elle vous a enseigné quelques règles de grammaire. Et je me demandais ce que vous avez enseigné celle qui, la danseuse du ventre. Bon, bah, moi je peux répondre, c'est l'amour de la vie, hein, la danse, l'amour de la vie. Mais en tous les cas, pour répondre un peu plus profondément à madame, je dirais que j'ai aussi fait ce film parce que nos vies, c'est-à-dire on a le droit d'être représenté, on a le droit d'être représenté. Nos vies ont le droit, et même on a le devoir d'être représentés. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les hommes politiques, ou les stars, nos vies sont, enfin je le sais ici, nos vies sont intéressantes. Là, ça paraît coloré parce que j'ai tout ramassé en 1h20. Mais je veux dire, je peux très bien étudier n'importe quelle vie, n'importe quelle... et rendre la chose... Enfin, pour moi, j'ai fait ce film parce que, je vais vous dire franchement, hein, j'ai créé une marque de luxe qui s'appelle Portrait Forever, et parce que l'audiovisuel, ça coûte cher. Bon. Et je voulais proposer ce genre de film pour les gens qui ont un message à faire passer à leurs enfants, etc., qui veulent aller assez loin dans la transmission, mais par ce biais-là. Donc, effectivement, ça coûte cher. Voilà. Mais peu importe, il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont été brûlés, grand brûlés, ou qui ont eu un accident. Enfin, il y a des gens tout le monde souffre. Ben, c'est pas... il s'avère que ça coûte cher, peu importe. Mais... je m'apercevais que les gens ne comprenaient pas jusqu'où je voulais aller. Donc je me suis dit, faire une mise à nu, demander aux gens qui se mettent à nu, faire un film sur leur vie, c'est délicat parce qu'à la limite, c'est un peu indélicat même, enfin, je veux dire. Alors que là, je veux leur montrer que voilà, moi je suis ça. Voilà. Donc maintenant, je peux m'intéresser à votre vie, c'est-à-dire que votre vie m'intéresse, mais ils sont à même de me comprendre, et ils sont à même de comprendre jusqu'où je peux aller. Je l'ai aussi fait pour ça. Mais c'est différentes entrées, et je l'ai aussi fait parce que, à un moment donné, nos vies sont aussi intéressantes que n'importe quelle vie. Je vois Bruno qui est là, qui était de la Maison du Rock. Maintenant, il est président de l'ADAMI, c'est la place d'un énarque, il n'a pas fait l'ENA. Il sort de là, de la Maison du Rock. Enfin, je veux dire, voilà, nos vies c'est des chemins, des parcours, par quoi on passe, par quel combat on passe, et tout ça. Et chacun d'entre nous, on a des combats, que ce soit, je sais pas, avec des enfants, certainement, avec, je sais pas, son boulot, avec ses rêves. Et donc, moi, je suis intimement convaincu que nos vies
valent le coup d'être racontés. Enfin, moi, c'est ce que j'adore, c'est les récits de vie. Donc, mais je peux pas ne pas montrer. Je peux pas toujours m'intéresser aux autres sans dire. Les gens comprennent pas jusqu'où je peux aller. Donc maintenant, ils vont comprendre. Bonjour. J'ai beaucoup aimé. En plus, moi, je suis montreuillaise depuis pas très longtemps, depuis 5 ans, donc ça m'a permis d'avoir des images de Montreuil très belles. J'ai trouvé ça très émouvant, votre parcours. Je trouve que vous avez une belle vie, pleine de rebondissements. Mais je voulais savoir si vous habitez toujours à Montreuil. J'ai toujours mon local, là où il y a les cassettes. Ah oui, d'accord. Il est au même état. D'accord, parce que la façon dont le film est conçu, on voit que vous aimez cette ville, vous avez vraiment, c'est mon Montreuil. Enfin, vous avez été à la rencontre des personnes de différents quartiers. C'est très beau, j'ai beaucoup aimé, oui. Donc, Montreuil, ça reste une ville quand même très... Oui, il se passe pas de choses encore actuellement, et merci de... Voilà, c'est tout. Merci. Bah, de toute façon, moi, je suis très ancré affectivement dans Montreuil. Qui derrière? Oui, bonjour Alain. Oui, Bruno, oui. Donc modeste témoin de cette époque. Et justement, comme témoin, en regardant ce film, évidemment, je suis venu pour revoir des choses et revivre des choses, bien entendu. Donc on se cherche aussi dans ces images, on cherche des visages qu'on a connus. Et puis finalement, c'est ce que tu viens de dire qui est le plus important. C'est quand tu dis nos vies méritent d'être racontées. Voilà, alors ta vie, elle n'est pas banale. Moi, j'en découvre une grande partie que je ne connaissais pas. Mais après tout, c'est une vie parmi d'autres. Tu as choisi de la raconter. Et finalement, tout ça est très universel. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, on est probablement très nombreux à pouvoir se reconnaître dans ce qu'on a vu, parce qu'on peut avoir des parcours similaires. Et c'est ça la grande beauté de ton film. C'est que finalement, en choisissant ce que tu as appelé tout à l'heure, sur le ton de la plaisanterie, un autobiopic, de faire un autobiopic, finalement, tu racontes beaucoup de vies, et pas seulement la tienne. Et je trouve que c'est la grande force du film. Et merci pour ça. Ouais. Ça s'appelle une conclusion, mais tu peux dire un mot de la fin si tu veux. Non, je sais pas. Ah, il y a quelqu'un qui veut le dire à ma place. J'ai vu que vous aviez réalisé un autre film, Histoire de famille. Film de famille. Film de famille. Ouais, c'est sur ce matériau, une analyse à la fois psychanalytique, sociale. Il tourne beaucoup en région, parce qu'en fait, les régions, les organismes qui collectent les films de famille des gens, enfin, les organismes publics, ils prennent le film parce que ça les aide beaucoup à faire comprendre l'importance de ce matériau auprès de la population pour qu'ils déposent. Donc, voilà. Mais c'est vrai, Bruno, comme tu dis, moi je connais certaines vies d'ici, des gens qui sont là, et c'est important qu'on soit représenté, que nos vies soient représentées, que ce soit au cinéma ou... Enfin, voilà. Stéphane, tu vas pouvoir mieux en parler que moi. Et je te vois Asdine, je vois par où t'es passé. Asdine qui est là, c'est pareil, il avait un gros studio photo dans le Bas-Montreuil, et avec des mannequins, un gros plateau, des gros budgets. Et puis il a tout perdu, et puis maintenant il a passé un CAP d'électricien, un CAP de plombier, et voilà, il y a des gens courageux. Je veux dire, il faut qu'on soit présent il faut que nos histoires soient présentes dans la vie de la société, quoi. Qu'elles soient... Parce que ça nous parle à tous, ça nous donne du courage. Moi j'ai l'impression que quand je vois Asdine, il me donne du courage. Donc c'est important. Parce que l'adversité, c'est pas ce qui manque. Merci beaucoup, Alain. Et à demain avec la suite du festival.